moi je voulais dire insister sur le caractère imprévisible, imprévu de ce soulèvement révolutionnaire. On ne l'attendait pas. Le pouvoir était enfermé dans sa certitude d'avoir asservi le peuple tunisien, avoir asservi ses expressions, avoir asservi l'opposition et de l'avoir privé des moyens de contacter le peuple, qui n'entendait plus les souffrances, les cris, la colère, les revendications du peuple. Il s'est enfermé dans un mutisme et les réactions étaient toujours à retardement. Jusque tous les discours, Ben Ali aurait fait son discours, le dernier discours 2 semaines avant, aurait pu récupérer la situation. Mais il était tellement sûr que le peuple tunisien est asservi et fini, n'a plus de ressort pour réagir à sa dictature, que il n'entendait. L'opposition elle-même, privée des moyens de communiquer avec la population, ne voyait pas le mouvement venir. Les structures syndicales, les expressions de la société civile, elles-mêmes, privées de tout moyen d'action, étaient également surprises étaient obligées de suivre le mouvement. Elles ne l'ont pas initié, elles ne l'ont pas dirigé, elles l'ont suivi. Les intellectuels et les chercheurs dont je suis non plus n'ont pas prévu ce mouvement. On a parlé du syndrome autoritaire, on a parlé de la force de l'obéissance, on a parlé de l'État plus fort que la société. L'exception tunisienne, c'est que l'État est plus fort que la société. Et puis certains ont même relié cela à un avatar de toutes les sociétés musulmanes, l'exception islamique, réfractaire à la démocratie et tout ce que l'on sait. Voilà, et tout le culturalisme, c'est... Alors, je veux apporter un bémol à cela. Mes amis marocains, Janjar et Abdou Filali Ansari, avec qui je travaille depuis des années, qui toujours me disaient: Chérif, le régime de Ben Ali est à contre-courant de l'histoire de la société tunisienne. La Tunisie qui a donné Khayreddin et les réformes du 19e siècle. La Tunisie qui a donné Tahar Haddad. La Tunisie qui a donné Bourguiba et les réformes de Bourguiba. Ben Ali, là-dedans, ce n'est qu'un accident de l'histoire, c'est une parenthèse qui ne peut pas durer. Et moi, désespéré, sceptique, je réagissais, mais nom d'un chien, quand est-ce qu'elle va se fermer cette parenthèse? Ok, c'est une parenthèse. Je suis convaincu de votre analyse. Mais quand est-ce que l'histoire va reprendre son cours normal? J'ajoute également un collègue algérien qui travaille avec moi à Lyon, qui me dit, contrairement à ce que disent les universitaires tunisiens, il ne partageait pas la thèse de l'État est plus fort que la société. Il me dit, lui, Lawari a dit, que peut-être certains le connaissent ici, il dit que la société tunisienne est en avance par rapport à son système politique. Et c'est cela que le soulèvement révolutionnaire qui est en cours en Tunisie, et la révolution n'est pas finie. Rassure, il faut être vigilant. Restons vigilants et restons mobilisés. La révolution n'est pas encore accomplie. Nous sommes dans un soulèvement révolutionnaire qui a un caractère révolutionnaire, mais ce n'est pas encore fini. C'est elle qui vient secouer ces élites politiques, ces élites intellectuelles, ces universitaires, ces chercheurs, pour leur rappeler qu'elle est là et qu'il faut compter avec elle. Alors, cela doit nous inciter à la modestie. Cela doit nous inciter à la modestie
à la modestie et d'arrêter. Qu'est-ce que j'ai dit? On est habitué à la domestication. Oui, mais aussi, ça doit nous inciter à la modestie et arrêter de parler au nom du peuple. Absolument. Il y a des gens qui n'ont pas initié ce mouvement, ne l'ont pas dirigé, et qu'aujourd'hui nous parlent au nom du peuple et font de la surenchère au nom du peuple. Et je crois qu'il faut faire attention à cela. Autre chose à laquelle il faut faire attention. Certes, la société tunisienne vient de nous donner une leçon. Mais ne tombons pas non plus dans le populisme et de considérer que le peuple tunisien, parce qu'il a connu, parce qu'il a fait ce soulèvement révolutionnaire, a changé de fond en comble. Que la culture héritée du passé proche, Ben Ali, son pouvoir, comme le pouvoir de Bourguiba, qui est le prolongement du pouvoir de Bourguiba, était un pouvoir corrompu, mais corrupteur aussi. Et il a corrompu pas mal de monde dans la société tunisienne, et les corrompus par le système sont toujours là, et ils peuvent remettre le processus, se dresser, constituer un obstacle à ce que le processus de libération aille jusqu'au bout. Restons vigilants, restons mobilisés. Nous sommes, Sophie a parlé à raison des ennemis extérieurs qui guettent cette évolution de la Tunisie parce qu'elle leur fait peur chez eux, parce qu'elle inspire leur population contre eux. Mais aussi, les plus grands dangers pour un mouvement comme celui que connaît la Tunisie, ce sont ses propres forces. Le régime de Ben Ali a tellement opprimé le peuple tunisien. Les frustrations sont tellement fortes. Le désir de rompre avec l'oppression, le désir de réaliser les revendications sont tellement forts qu'on peut être tenté de vouloir tout et tout de suite, sans tenir compte des rapports de force, des possibilités et également de la réalité culturelle, des pesanteurs culturelles au sein de la société. Ceux qui réclament aujourd'hui des élections tout de suite, sans se poser la question avec quel code électoral, des élections tout de suite, qui aujourd'hui, dans les expressions de cette société tunisienne qui émerge et qui n'a pas prévu l'aboutissement de ce mouvement, la chute de Ben Ali, qui aujourd'hui est prêt d'un point de vue organisationnel, est prêt d'un point de vue des programmes, est prêt pour engager tout de suite des élections. Et le peuple au nom duquel certains osent parler, comment peut-il savoir pour qui et pourquoi voter s'il n'y a pas, avant les élections, des réformes institutionnelles qui garantissent, la poursuite du processus, qui mettent des garde-fous, qui permettent aussi, comme j'ai dit, à ces expressions politiques et sociales qui émergent de se structurer un minimum, élaborer, débattre, faire connaître leurs idées pour que le peuple choisisse en toute connaissance de cause. Moi, précisément, les 2 mois prévus pour la Constitution valent pour une vacance du pouvoir, pour une vacance du pouvoir dans une situation normale, d'un état de droit normal. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je voudrais également dire, la tentation est grande de faire table rase avec du passé. Du passé, faisons table rase. Nous le connaissons. Toutes les révolutions qui ont fait table rase du passé ont accouché d'un cauchemar
qui a été suivi de réactions, de décennies, voire de siècles de réactions et de restauration. Méfions-nous. Méfions-nous de cela. Il vaut mieux prendre le temps et une transition maîtrisée qu'une fuite en avant appelant à des élections tout de suite et à ce que les comités populaires créés à l'initiative de l'armée pour garantir la sécurité deviennent deviennent les gestionnaires de la transition. C'est de la démagogie, c'est du populisme. Entre des comités populaires pour assurer la sécurité de la population et des comités populaires qui gèrent la transition, il y a une différence. Donc, méfions-nous de cela. Méfions-nous, tirons les expériences, les leçons des autres expériences, tirons les leçons de l'expérience algérienne, où la crise du FLN, parce qu'on n'a pas préparé la transition, parce qu'on n'a pas fait un code électoral à la proportionnelle, parce que le FLN pensait qu'il arrivait avant le fils et c'est lui qui va profiter du système de majorité absolue à 2 tours et pas le fils. Et bien quand le contraire s'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? La tragédie algérienne, on interrompt le processus électoral. Il ne faut pas qu'on tombe là-dedans. Et j'insiste, Ali en parlera peut-être mieux que moi en tant que juriste, j'insiste sur la nécessité d'un code électoral de suffrage à la proportionnelle qui limite les dérives, qui empêche qu'un courant aussi important soit-il n'accapare tous les pouvoirs. Et nous avons des exemples. L'exemple algérien, le contre-exemple à ne pas suivre. Mais il y a des exemples. Précisément, on nous parle du danger islamiste. Si vous avez un système à la proportionnelle, comme c'était le cas en Jordanie en 1984, les islamistes arrivent à avoir 40%. Et le roi leur dit, ok, vous êtes le premier parti, c'est à vous de former le gouvernement. Mais il vous faut trouver des alliés. Et pour trouver des alliés, on commence à tenir compte des autres. On sort de l'idéologie et on commence à faire de la politique. On commence alors à faire de la politique. Et on commence à apprendre la démocratie, à savoir, on sait qu'on n'est pas tout seul dans la société, on sait qu'on n'est pas tout seul sur la scène politique. C'est ce qui permet que le PJD au Maroc, aussi important qu'il soit, ne peut pas renverser les institutions, il ne conduit pas. Ce qui fait que l'AKP en Turquie, j'arrête là, on me demande, j'ai d'autres choses à dire, on reviendra, mais c'est très important, parce que le plus important, ce n'est pas le passé, le plus important, c'est aussi l'avenir, ce qui se dessine aujourd'hui. Et ce qui se dessine aujourd'hui, c'est, moi, j'ai peur de ces tentations de fuite en avant qui risquent de nous faire revenir en arrière.